Mathieu Labouze, président du jury DCG. Le rôle d'un président de jury, moi je pense que c'est s'articule autour de 3 grandes missions principales. Il y a une première mission sur les sujets, qui est que même si on ne fait pas directement les sujets, on est responsable de la production et de la qualité des sujets, de leur adéquation au programme. Ensuite, il y a un deuxième sujet autour de l'organisation de l'examen de manière un petit peu globale. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout responsable de la logistique, mais on peut être sollicité sur les dates des concours, les dates de l'examen, de temps en temps sur certaines problématiques liées à l'organisation des oraux par exemple. Et la dernière partie, c'est vraiment la partie correction, notation, jury, où là notre mission principale, c'est de s'assurer que l'ensemble des corrections est réalisé, puis dans les conditions les plus équitables possibles pour les candidats. Et surtout, on organise toute la délibération du jury final, et donc le jury qui prend finalement la décision d'admettre ou non les candidats sur la base de leurs résultats. Jean-Luc Rossignol, inspecteur général également, comme Mathieu, et nouveau président du jury national du DSCG depuis l'année dernière seulement, donc je n'ai pas l'expérience de mon voisin de droite, qui a suivi en partie le parcours de l'expertise comptable dans ses jeunes années, jusqu'au DESCF à l'époque, avant d'entamer une carrière d'enseignant-chercheur dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité. Le président du jury, comme le dit Mathieu, c'est déjà un président de jury. C'est lui qui organise effectivement le jury, qui fait en sorte que ce jury délibère et octroie effectivement le diplôme en fonction des notations qui sont proposées à ce jury. Le président, pour autant, comme le dit Mathieu, ne joue pas simplement un rôle au mois de juillet pour toi et au mois de décembre pour moi. C'est un travail continu en fait à l'année parce qu'il y a tout un travail effectivement autour des sujets. J'ai lancé ce matin le 3e appel national à sujets pour le DSCG 2026. J'ai souhaité, quand je suis arrivé, solliciter en fait toute l'expertise pédagogique qu'il y a dans nos lycées, dans nos établissements universitaires, dans nos écoles de commerce, pour que remonte à une commission nationale des sujets des propositions pour l'ensemble des UE écrites. On a une commission qui ensuite étudie l'ensemble de ces propositions, travaille pour qu'il y ait un sujet principal et un sujet de secours de même qualité pour chacune des épreuves, avec un travail aussi qui se fait de test de ces sujets. Chaque sujet est testé et pour le DSCG, j'ai souhaité en particulier que dans le cadre de cette phase de test, il y ait aussi des membres de la profession qui testent les sujets, bien évidemment dans toute la confidentialité nécessaire, mais il y a cette phase de test, des sujets, mais aussi des corrigés, et puis aussi du barème. Il y a tout ce travail-là qui se fait pour un président de jury pour assurer justement une bonne organisation des épreuves et qu'on ait pour des diplômes d'État d'excellence qui confèrent le grade de licence et qui confèrent le grade de master, une organisation, un traitement national de ces épreuves qui est pour nous deux. Vous l'aurez compris, on a un travail en continu tous les deux, peut-être parce qu'on est inspecteurs généraux tous les deux et qu'on se croise souvent, mais qui est très précieux dans l'articulation des diplômes avec des méthodes de travail. Alors, je me suis inspiré des méthodes de travail du DCG, et puis j'ai fait aussi d'autres choses qui sont propres peut-être à un diplôme plus master. Alors ça, c'est pour faire la transition par rapport à la question précédente, un peu ma surprise, moi, pour ce qui me concerne. Le président de jury, il fait tout ce qu'on a dit juste avant, mais l'année dernière, il s'est attelé aussi, Mathieu est peut-être plus habitué que moi à faire ça, à faire ce travail de rénovation et à piloter ce travail de rénovation. Ce travail de rénovation, il a été initié par la profession. Le ministère a accepté effectivement de le porter et a confié d'une certaine manière aux deux présidents de jury le soin de mettre en musique, mais c'est bien la demande de la profession. Mais c'est ça. Et pourquoi nous semblait nécessaire là, enfin, encore une fois, je reprends ce qu'a dit Jean-Luc, c'est vraiment à la demande de la profession. Notamment, une des raisons avancées, c'était l'évolution du métier et du métier comptable. Il y a aussi réglementairement une obligation de réinterroger l'adéquation des diplômes à la profession tous les 5 ans dans le cadre de ce qu'on appelle le registre national des compétences professionnelles.
Et donc ça explique aussi en partie ce timing, puisque finalement on arrivait à quasiment 5 ans après la réforme de 2019. Alors, je pense, mais j'en ne confirme pas, qu'on a vraiment pour le coup un message vraiment commun, parce que je pense qu'un message qui concerne davantage l'ensemble du parcours que chaque diplôme spécifiquement. Et il y avait globalement 3 grands messages. Le premier, c'était vraiment d'ancrer les diplômes dans la réalité professionnelle. Et donc concrètement, ça s'est traduit par une écriture en compétences sur la base du référentiel de compétences de la profession. Donc c'était un travail qui avait été initié par Anne Gagné, l'ancienne présidente du DSCG, pour le diplôme DSCG, qui restait davantage à construire pour le DSCG. La seconde ambition, c'était vraiment d'assurer un continuum de formation et d'éviter les chevauchements entre nos 2 diplômes DSCG, DSCG. Et la troisième ambition, comme on l'a évoqué un petit peu, c'était d'adapter finalement les diplômes aux évolutions de la profession. Sur le DCG, il y avait une dernière ambition de nature un tout petit peu plus pédagogique, qui était que finalement, alors là je parle davantage sur les formations dans les lycées publics, privés sous contrat, mais on observe que globalement, il y a comme un tiers des élèves qui sortent de formation après la première année, et qu'il y a vraiment un enjeu d'arriver à ancrer les jeunes dans cette formation qui peut paraître exigeante, et l'idée de vraiment travailler une progressivité des programmes de l'évaluation de la certification tout au long des 3 ans. C'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles l'organisation pédagogique du DCG, mais on y reviendra peut-être, a été un petit peu modifiée, avec l'anglais qui est mis en place désormais sur les 3 années, l'économie qui repasse en première année, mais qui est un petit peu allégée, pour permettre aux jeunes lycéens et bacheliers qui arrivent dans la formation de vraiment prendre le temps d'acquérir un ensemble de méthodes. Alors Mathieu a beaucoup dit sur ces aspects-là. Moi, j'y vois surtout une réforme de compétences, puisque c'est vraiment au cœur de la réforme. La rénovation des programmes s'est faite sur cette base-là, avec, comme l'a dit Mathieu, peut-être un travail plus à faire sur le niveau DSCG, parce qu'il était déjà fait en grande partie grâce à la présidente précédente. Et puis, c'est aussi une réforme de cohérence. Compétences et cohérence. Cohérence dans justement le continuum DCG, DSCG. Alors on met toujours un peu le DEC à part, d'autant plus que nos diplômes DCG, DSCG, bien évidemment, c'est la voie pour aller jusqu'à l'expertise comptable, mais on sait très bien aussi que ça mène à d'autres métiers que l'expertise comptable, et c'est très bien ainsi. Avec, pour le DSCG en tout cas, des incohérences entre les 2 diplômes qu'il fallait qu'on retravaille, notamment sur des zones de chevauchement qui étaient assez importantes. Je pense à l'UE1, gestion juridique, fiscale et sociale. Je pense à l'UE3 sur management et contrôle de gestion, dont on change l'intitulé, et puis je pense peut-être aussi même à l'UE5. Et on a, et c'est peut-être le 3e mot qui pour moi caractérise un peu la réforme, compétence, cohérence, et puis c'est une réforme qui s'est faite de façon très collective. Et on a essayé, on y reviendra avec les GT qui se sont mis en place, de travailler ensemble pour essayer de justement travailler davantage cette articulation qui faisait défaut en partie. Alors, je partage vraiment les 3 mots-clés et je rebondis du coup sur compétence, cohérence et collectif, et je rebondis sur ce dernier puisque finalement, la réforme s'est étalée globalement sur une année, de septembre 2024 à septembre 2025, ce qui est quand même une année, un laps de temps relativement court pour une réforme de cette ampleur. Sur d'autres réformes d'ampleur moindre, on met quasiment autant de temps. Donc je parle de réforme d'ampleur parce qu'il a fallu écrire 13 plus 7, une vingtaine de programmes, donc ce qui a conduit à la mise en place de quasiment autant de GT, ça a mobilisé plus d'une centaine de personnes, et avec vraiment une implication à la fois d'enseignants-chercheurs, d'enseignants de second degré dans les lycées publics, lycées privés, de professionnels. Et donc, il a fallu vraiment faire un travail de coordination. Une implication remarquable des collègues qui se sont impliqués de façon formidable
Complètement. Et qui sont très investis, certainement, bien évidemment, au quotidien dans leur établissement, mais qui l'ont été très fortement dans le cadre de la rénovation. Complètement. Donc voilà, et donc une dizaine de groupes de travail et énormément de travail entre, et vraiment une implication remarquable de tous. Des GT qui ont la particularité, comme le dit Mathieu, de rapprocher des communautés. On sait que dans les équipes pédagogiques de ces formations-là, on trouve des enseignants-chercheurs, des collègues effectivement qui exercent plutôt en lycée, des professionnels qui interviennent aussi de façon importante dans ces cursus. Et on a souhaité avoir cette même composition dans chacun de nos GT, de telle façon que chacun puisse donner aussi sa position. On a fait bouger quand même les lignes sur un certain nombre de points de programme, et il convenait d'avoir justement un avis de l'ensemble des participants pour pouvoir le faire. Ce besoin pour Mathieu et moi d'avoir ces retours est allé jusqu'à la mise en place d'une consultation publique nationale, ce qui ne se fait pas toujours, en tout cas dans le cadre des travaux de rénovation de programme. Donc début avril, en fait, on a mis à disposition de tout le monde, de tous ceux qui le souhaitaient, la version à date des programmes, de telle façon que chacun puisse nous faire des retours, UE par UE, et puis aussi globalement pour chacun des diplômes, de telle façon que nous puissions mesurer le degré d'acceptation en fait des évolutions, et puis peut-être aussi nous faire remonter des points d'attention. On a eu une participation qui a été forte. Pour le DSCG, elle a la particularité d'être très égale d'une certaine manière, puisqu'on a autant de professionnels que d'enseignants qui ont répondu à cela, ce qui nous conforte dans la qualité du travail qui a été mené grâce à l'expertise de tous les membres des différents GT. J'ajoute juste un dernier point important, c'est que tous ces GT ont au début été communs aux deux diplômes DCG et DSCG, et vraiment pour permettre cette articulation et ce travail. Donc ça a été un travail collectif effectivement à la fois entre professionnels et enseignants, mais aussi entre les deux diplômes, y compris dans la composition des GT. Et c'est ça aussi qui permet d'assurer la cohérence et la fluidité des référentiels. Alors que parfois, ce type de travail de rénovation peut se faire davantage en silo, et comme il convenait pour nous deux de donner davantage de sens à nos diplômes respectifs, alors on va dire nos, parce qu'on va se les approprier, et surtout aux deux en fait. Le fait d'avoir réussi justement à faire ce travail avec ces GT communs, on a même, je pense à un GT en particulier, qui est le GT pour l'UE2 de finance. En fait, les collègues sont les mêmes sur le DCG et le DSCG. Sur les deux diplômes, on a eu la même composition, de telle façon que tout ce travail de continuum puisse être totalement assuré. Alors on avait besoin, nous, d'avoir une expression, effectivement, des besoins de la profession. Et donc le Conseil national nous a effectivement transmis à l'ensemble des GT, bien évidemment, ce référentiel de compétences. Travailler pour une réforme de compétences, eh bien, il fallait qu'on ait effectivement ce travail-là. C'est un travail qu'on a repris d'ailleurs en partie dans certains GT pour le traduire sous forme effectivement de programme. Et d'ailleurs sur cette base-là, nous avons structuré chaque programme d'UE. Les intitulés même des parties de chaque programme font écho à une compétence particulière qui est effectivement attendue, de telle façon qu'il y ait un lien qui soit effectivement le plus étroit possible. On sait que la profession est aussi très diversifiée dans l'exercice, dans son exercice au quotidien. Ça, c'est une réalité du quotidien, mais que nous, on entend. On a... Pour tout vous dire, par rapport à la consultation publique, moi j'ai été très surpris de voir des retours où il nous était reproché de mettre de l'anglais dans notre parcours. Et la personne qui nous indique ça nous dit « mais moi, en fait, je n'ai aucune activité au quotidien qui me conduit à utiliser la langue anglaise ». J'entends et je respecte bien évidemment ce type de remarque. Mais à vrai dire, cette remarque, elle n'a pas de sens et elle n'a certainement pas
de sens dans un programme qui confère un grade de licence ou un grade de master. Aller considérer qu'on ne doit pas intégrer dans un programme de formation l'enseignement de l'anglais des affaires, et pour nous, en tout cas, voilà, c'est pas possible. Et on en a d'autres qui nous disent aussi, mais pourquoi dans l'UE4 du DSCG, vous mettez autant de place à la consolidation? Parce que moi, au quotidien, je ne fais aucune conso. Oui, très bien. Mais l'idée, c'est de former les étudiants dans ce continuum avec un DCG qui constitue vraiment le socle de compétences et un DSCG qui va compléter. On a un DCG qui permet à un candidat et un futur professionnel d'avoir déjà un niveau de conseil, voilà, conseil de premier niveau, on appelle ça. Puis après, nous, on va au-dessus au niveau du DSCG. Et pour ça, il faut avoir aussi, là encore, un socle de compétences qui va permettre d'aller sur la période, la suite. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut qu'on intègre davantage, qu'on va intégrer certainement dans notre guide pédagogique, sans avoir à revenir sur la richesse liée aussi à la diversité de l'exercice de la profession. Juste pour compléter, il y a un dernier aspect dans les évolutions qui est celle liée à la durabilité. Et là, de ce point de vue, il y a eu un gros travail pour effectivement intégrer ces compétences de durabilité dans quasiment l'intégralité des UE, niveau DCG comme niveau DSCG, avec l'idée qu'au DCG, on est davantage sur une introduction à ces problématiques et à leur impact sur les métiers, que DSCG, on va toujours dans cette logique d'approfondissement un peu plus loin pour développer davantage de choses. Et puis, même si ce n'est pas complètement lié, il y a eu aussi une réflexion qui est toujours en cours sur la digitalisation et l'IA, y compris pour les méthodes d'enseignement, pour l'évaluation, en lien par exemple avec les rapports soit de l'UE13 en DCG, soit de l'UE7 en DSCG. Donc donc c'est effectivement des évolutions qui ont été prises en compte dans les sur le DSCG, on est pas très loin de 90 heures qui sont en fait taguées durabilité. Après les heures de sensibilisation qui commencent dès le DCG. Pour le DCG, il y a deux parties dans la réponse, mais concrètement, est-ce que des compétences comportementales sont inscrites en tant que telles dans les programmes? Non, à l'exception de l'UE7 de management et peut-être de l'UE3 sur tout l'aspect management humain. Et donc, on a d'ailleurs renforcé un peu cette partie management opérationnel en DCG. Ensuite, l'approche par compétences, ça a un impact sur l'approche pédagogique qui en découle et où là, finalement, le fait d'ancrer les apprentissages dans la réalité, de baser les apprentissages sur des situations réelles, professionnelles, forcément, indirectement, ça développe aussi ces compétences comportementales. Et ensuite, en DCG comme en DSCG, il y a des périodes de stage, d'immersion professionnelle qui permettent aussi de développer ces compétences. C'est intéressant. La consultation publique, moi, m'a beaucoup apporté parce que ça a permis l'expression d'avis. Et en l'occurrence, alors peut-être pas les mêmes qui m'ont dit qu'il fallait supprimer l'anglais et supprimer la conso, mais l'idée c'était de dire, mais en fait, il faudrait peut-être supprimer ces points-là, mais effectivement travailler davantage ces compétences-là. On a gardé la structuration du DSCG, avec 7 UE obligatoires et puis une UE optionnelle. On n'a pas intégré d'UE dédié, comme pour le DCG. Alors moi, je crois bien évidemment à la force et à l'intérêt des stages et de toute l'immersion professionnelle qui permet d'avoir ça. Mais dans l'enseignement même de chacune des UE, ce travail-là, il se fait. Alors peut-être qu'on peut accompagner dans le cadre de notre guide pédagogique sur ces aspects-là, mais un exposé rendu par un étudiant dans un enseignement de l'UE2 ou de l'UE3 va permettre effectivement de pouvoir aussi travailler ces aspects-là. Il y a tout le travail autour de l'UE7 qui permet aussi, pour ce qui me concerne, de le faire. Il y a tout le travail autour de l'UE6, les UE de langue qui sont des épreuves orales.
doivent permettre aussi, bien évidemment, à un moment de trouver le bon positionnement, la bonne façon de se préparer. Et puis, au-delà de ça, j'entends qu'il faille avoir peut-être des UE dédiés, c'est pas le cas chez nous. Mais en fait, c'est un travail au quotidien. C'est une façon de vivre au quotidien dans une vie collective. Et c'est ce que l'on peut trouver à l'occasion des enseignements aussi, qui sont aussi l'expression, à un moment, dans le cadre d'une activité de transmission des savoirs, d'avoir peut-être ces codes, puisque, en fait, de quoi on parle ? On parle d'étudiants qui n'auraient peut-être pas les codes héros, les codes écrits, dans les relations avec les collaborateurs dans le cabinet, dans les relations avec potentiellement les clients, sachant que tout cela, ça s'apprend aussi progressivement et que nous, ce que nous souhaitons faire, c'est d'avoir, de permettre à nos candidats d'avoir les compétences techniques qui soient les plus solides possibles pour justement leur donner l'assurance d'être en capacité, ensuite, en interaction, puisque l'expert comptable, il est en interaction en permanence, en fait, de répondre à ces interlocuteurs avec la bonne posture professionnelle. On a vu des évolutions, en particulier sur les soutenances des rapports, et pour moi, pour le mémoire professionnel. On redit que c'est bien un mémoire professionnel pour l'UE7, après l'ambiguïté qui s'était installée. Et en tout cas, pour moi, ça va dans ce sens-là. Il faut savoir qu'à ce stade, à part la définition des modalités d'épreuves, épreuves écrites, épreuves orales et de la durée des épreuves, rien n'a été acté, décidé, ni même réellement évoqué au sein des groupes de travail, parce que la démarche a été d'abord de vraiment fixons les compétences qui paraissent essentielles à l'obtention d'un DCG, à l'obtention d'un DSCG, et ensuite interrogeons-nous sur la manière de les évaluer. Donc c'est vraiment un travail séquentiel. Et donc là, à l'heure où on parle, encore une fois, sur les épreuves, rien n'est acté, rien n'est décidé. Par contre, c'est vraiment l'objectif du travail de cette année et qui va être accompagné de la publication et de la parution de sujets zéro à la fois en DCG, mais aussi en DSCG, et qui vont permettre de concrétiser ou de fixer de manière un peu plus concrète les attendus des épreuves, les conditions de passage, calculatrice, non calculatrice, la formulation des questions. Voilà, donc ça c'est sur le déroulé global des épreuves, sachant aussi que, contrairement à d'autres réformes, finalement le fait que la réforme ne rentre en vigueur qu'en septembre 2026 pour des épreuves qui auront lieu en juin 2027 pour le DCG et octobre-novembre 2027 pour le DSCG, on a là quasiment presque 2 ans pour le DSCG, 1 an et demi pour le DCG pour mettre en place toutes ces épreuves, permettre à la fois aux enseignants et aux futurs candidats de s'y préparer sereinement. Donc on préfère se donner un peu le temps de la réflexion et donc la parution de ces sujets zéro. Notre objectif, c'est que ça soit paru courant année scolaire 2025-2026, idéalement entre janvier et mars 2026, mais ce n'est pas une date complètement fixe, calée et définitive. J'ai trouvé, à mon arrivée à la présidence, qu'il y avait une confusion entre épreuve et programme. J'ai pris connaissance en particulier de documents qui alimentaient cette confusion. Le travail que nous avons fait, c'est un travail de programme. Ensuite, il convient effectivement qu'il y ait des épreuves qui soient en phase avec les programmes, puisqu'il s'agit d'apprécier, d'évaluer les compétences acquises par rapport à ces programmes-là. Donc je pense qu'il est hyper important de bien distinguer les deux. Et les critiques qui ont pu être portées, en particulier sur le DSCG, visaient, à mon sens, peut-être plus certains sujets, ou corrigés, que le programme en lui-même. Donc là, à ce stade, nous avons travaillé le programme. Ces programmes ont été publiés au dernier BO du mois d'août, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours seulement. Et comme le dit Mathieu, on commence à passer sur une autre étape, qui est une autre étape pour accompagner la mise en œuvre de la réforme avec des échanges que nous pourrons avoir dès la semaine prochaine à l'occasion du congrès national qui se tient à Lyon. Et puis on a d'autres temps de programmation pour pouvoir effectivement accompagner cela. Il y aura un guide pédagogique, il y aura des sujets zéro pour le DSCE, ce qui ne devait pas se faire jusqu'à présent. Et ça permettra aussi de donner le là, parce que
On sait très bien que les sujets donnent une idée aux enseignants. J'ai été surpris d'avoir un échange avec un collègue enseignant qui me dit « mais à l'épreuve qui a eu lieu à l'automne 24, en UE3, il y a eu du contrôle de gestion. » Oui, et alors, quel est le souci? En fait, il n'y avait plus de contrôle de gestion depuis un certain temps. Mais le programme, il reste le même. Et le programme de l'UE3, c'est management et contrôle de gestion. Dans le programme actuel, comme dans les programmes à venir, les sujets, ils ont vocation à, bien évidemment, se reposer sur les programmes dans leur entièreté. Et ce n'est pas parce qu'à un moment, il y a eu une partie du programme qui a été peut-être privilégiée à une autre qu'il convient d'éluder cela. Voilà, il faut bien évidemment préparer les candidats à l'intégralité des programmes et les sujets à venir. Dans le programme actuel comme dans le programme suivant, les épreuves du DSCG ont lieu dans quelques semaines. Et bien évidemment, les sujets porteront sur l'intégralité des programmes tels qu'ils sont actuellement. Alors, je ne crois pas qu'on ait besoin de rassurer les collègues. Moi, je crois que les collègues, ils ont une vraie expertise pédagogique, que ce soit en lycée, à l'université, en école. Il y a aussi une liberté pédagogique pour enseigner effectivement un programme. Et c'est toute cette expertise que l'on a pu encore approcher dans le cadre du travail de rénovation. Et nous, ce que l'on propose, c'est un guide. C'est un guide pour les accompagner. Je ne suis pas sûr qu'on les rassure, mais on les accompagne. Ils le prendront, ils ne le prendront pas. Ce guide, il sera public. Il sera aussi pour les candidats qui ne suivent pas de formation, les candidats libres, et qui ont certainement aussi besoin d'être accompagnés parce qu'à un moment, ils font des choix, voilà, des choix de vie. Et moi, je suis en particulier très intéressé de connaître davantage les candidats. On a... alors, je vais peut-être dire des bêtises, parce que là, je ne l'ai pas en tête. On a plus de 15 000, 16 000 candidats au DSCG. On sait combien on a de diplômés. Il y a un écart qui est effectivement très important. C'est un diplôme important qui ne peut pas d'ailleurs se valider pendant une année. Mais même si on tient compte du fait qu'on peut le valider en 2 ans, en 3 ans, il y a effectivement un nombre de candidats importants qui doit certainement le passer effectivement en candidat libre. Bien ceux-là, on doit les accompagner. Le guide pédagogique pourra aussi les accompagner là-dessus. L'idée aussi, c'est de peut-être être en capacité de mieux mobiliser aussi toute la documentation pédagogique qui existe. Bien évidemment, il y a toute la production de manuels par les collègues, par certains membres de la profession comptable aussi, bien évidemment, pour faire ça. Mais il nous semblerait utile de travailler à cette mutualisation d'outils. On sait que la compagnie, on sait que l'ordre, en particulier, ont donné aussi la possibilité à certains enseignants aussi d'accéder à des ressources qui sont des ressources professionnelles, mais qui peuvent en partie être aussi des ressources pédagogiques pour les aider à peut-être à contextualiser certaines missions ou certains aspects de leur enseignement. Donc on va essayer de travailler avec le guide, et puis on va lancer, en parallèle du travail que l'on fait pour les épreuves les sujets zéro. Alors, les sujets zéro, puis on a les épreuves aussi à faire pour faire en sorte, dans le calendrier qu'indique Mathieu, d'avoir des choses au printemps et que les collègues comme les étudiants, à la rentrée 26, sachent déjà là où en fait on va les emmener et on les emmène en fait vers la réussite. Déjà, dire que c'est un point qui a été évoqué avec le ministère qui est vraiment, pour le coup, responsable de tous ces aspects réglementaires. On évoquait en tout début d'interview le rôle d'un président de jury. Et le rôle d'un président de jury n'est pas de fixer ce cadre réglementaire qui est vraiment fixé par le ministère. Donc, ce n'est pas le gestionnaire national du diplôme. L'organisation des épreuves se fait bien évidemment sur les consignes ministérielles, mais aussi sous le pilotage des rectrices et des recteurs qui sont chargés, avec leur division des examens et concours, de mettre en œuvre tout cela. Et d'ailleurs, on les remercie pour tout le travail qui est fait.
avec aussi toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour arriver à avoir des pools d'examinateurs qui soient effectivement disponibles pour cela. Mais le président du jury, ce n'est pas lui qui fixe la réglementation du diplôme. Mais donc c'est comme un point qui est à l'esprit du ministère. Il y a une partie de l'arrêté qui évoque des mesures transitoires et ensuite des règles autour des dispenses, etc. devraient être prises sur les... Alors ça, c'est important, c'est-à-dire que les tout prochains... le travail de dispense va être repris, puisque un certain nombre de diplômes bénéficient pour l'instant effectivement de dispense. Le travail a été mis en suspens pour l'instant par le ministère. Il va reprendre dans un calendrier que l'on va redéfinir, en sachant qu'il n'y a pas d'urgence particulière, puisqu'il s'agit en fait d'apprécier l'organisation pédagogique de mise en œuvre du nouveau programme. Ça ne pourra se faire qu'à partir de septembre 26. On redemandera à toutes les formations qui bénéficient de dispense de donner un dossier qui permettra d'apprécier par rapport au nouveau programme. Juste peut-être dire, parce que vous avez un point d'intention, je ne sais pas si vous vouliez y aller là maintenant, mais... par rapport à ces candidats libres, moi, ce que j'ai à leur dire, c'est prenez connaissance des rapports de jury. Prenez connaissance des rapports de jury. On a essayé avec le jury, le nouveau jury du DSCG, avec des collègues hyper investis, aussi bien du côté de la profession que des enseignants-chercheurs, d'avoir un rapport qui soit le plus complet possible. Il n'y en avait pas eu sur la session 23, donc on a essayé de faire aussi le lien entre le rapport 22, on a intégré 23, et puis bien évidemment on a mis 24, pour travailler dans la continuité, et puis pour aussi aller plus en profondeur. Alors c'est intéressant effectivement d'avoir un travail statistique, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment, et c'est le jury, c'est le rapport du jury, d'accord ? C'est le jury qui dit attention, sur tel UE, en fait, il y avait peut-être tel ou tel point, voilà. Et puis il y a la partie qui est systématique maintenant, et ça sera comme ça pour le rapport de la session 25, c'est les conseils. Et là, vous avez une mine d'infos, avec des conseils qui peuvent paraître assez évidents, mais que l'on a souhaité quand même faire apparaître en tant que tel, pour donner des éléments de conseil. Alors à tous les candidats, ça peut avoir une importance peut-être encore plus grande pour les candidats libres, mais lisez ce rapport, et ça évitera certainement des erreurs ou des bêtises qui font perdre des points inutiles. Moi, dire que je souscris à 100% à ce que vient de dire Jean-Luc, ça me paraît vraiment important. Dire que vraiment ce rapport du jury porte bien son nom, donc c'est-à-dire que c'est le rapport écrit par l'ensemble des membres du jury, avec finalement des spécialistes ou de chaque UE qui écrivent en rapport avec les UE, des conseils qui sont ciblés UE par UE. Et vraiment, on voit que finalement, les mêmes conseils se répètent souvent d'année en année, puisqu'on a quand même... sur le DCG des rapports qui se poursuivent. Et donc, ce qui nous fait penser que finalement, ce rapport n'est peut-être pas lu avec toute l'attention nécessaire et que même si les conseils peuvent paraître un peu évidents ou basiques, vraiment en tenir compte. Et puis dire aussi, en particulier sur le DCG, que c'est un examen qui certes demande des compétences techniques, calculatoires importantes, mais demande aussi des compétences d'analyse, d'argumentation, de conseils de premier niveau essentiels et qui comptent presque pour 50% de la note. Et on se rend compte que souvent, c'est un aspect qui est un peu négligé par les candidats, l'ensemble des candidats et peut-être en particulier certains candidats libres. Donc voilà, c'est vraiment ces deux conseils qu'on pouvait donner aux candidats, plus effectivement la parution de guide qui leur sera aussi destinée. Alors moi, je rappellerai, parce que je le martèle, ce sont des diplômes d'État d'excellence qui confèrent le grade de licence, qui confèrent le grade de master et qui font réussir. On n'a jamais autant diplômé que la session dernière en DSCG. Peut-être que les résultats seront différents à la prochaine session, mais on voit que ce sont des diplômes
qui attirent. Ce sont des diplômes pour lesquels on n'a jamais eu autant de candidats à l'inscription. Je le répète parce que j'entends des critiques des uns et des autres, je les trouve déplacés. On a des diplômes qui attirent et on a des diplômes qui font réussir. Qu'est-ce qu'il faut demander de plus dès lors qu'on a travaillé sur cette approche par compétences qui renforce encore plus le lien entre les programmes et l'exercice de l'activité professionnelle. Pour la première fois, alors que ça se fait depuis longtemps pour le DCG, via la PDCG et pour le DEC, on a mis en place, j'ai souhaité que le ministère mette en place une cérémonie de remise de prix pour les meilleurs diplômés du DSCG. L'idée, c'était pour moi de valoriser davantage le diplôme du DSCG. On a eu 3 diplômés exceptionnels qui ont été primés. Ce sont des candidats. La Major, si on le dit comme ça, est une candidate qui a préparé dans un lycée son DSCG. Les 2 autres viennent de Master CCA à Rennes et à Dijon. Je crois qu'on a affaire à 3 professionnels, parce que ce sont des personnes qui travaillent, 3 professionnels qui ont démontré que grâce à ce travail, à la compréhension certainement de ce que l'on attendait pour ce diplôme, grâce aussi à toute l'expertise pédagogique des enseignants qu'ils ont eue, ils ont réussi avec plus de 16 de moyenne. Moi, je crois à la réussite de nos candidats sur nos diplômes DCG, DSCG, comme je crois aussi pleinement en toute l'expertise pédagogique, en lien avec la recherche d'ailleurs, des collègues enseignants-chercheurs dans tous les établissements qui préparent à cela et qui préparent aussi d'une certaine manière l'avenir de la profession.